maison culture du Bnébrick de France. Nous avons eu une série de colloques jusqu'à présent. C'était d'abord le monde ashkénaze pendant une année et demie, et puis nous avons commencé le monde séfarade pendant une année, c'était en 2017, et nous continuions à faire ce monde séfarade. Et tout d'un coup arrive la proposition de présenter Gustave Mahler. Je n'ai pas résisté, évidemment, parce que je suis une fan, je dirais aujourd'hui entre guillemets, de Gustave Mahler, et que j'ai vécu à Vienne très longtemps, 25 ans, et que tous les jours, je passais devant la Gustav Mahlerstraße. Voilà. Donc, mon mari travaillait aux Nations Unies, c'était le siège des Nations Unies, à Vienne. Bon, ça, c'est pas part, ça n'a rien à voir. Donc, ce compositeur, chef d'orchestre, eh bien, nous allons laisser la parole très rapidement à Maître Maurice Dahan, et je ne l'appellerai plus comme ça après. Donc, on continue encore une fois, et puis ce sera quand même plus léger, pour nous présenter cet homme exceptionnel, reconnu pendant tout un temps, oublié, et revenu en résurrection, vous avez dit, une véritable résurrection aujourd'hui. Donc je ne veux pas déplorer votre propos, et je vous donne tout de suite la parole. Merci mes chers amis, merci mes chers frères et sœurs d'être venus m'écouter pour la musique de Gustave Mahler. Mahler disait, quand il était souvent... Oui, tant il était souvent critiqué par la presse viennoise, il disait tout simplement « Un jour mon temps viendra ». Son temps est enfin venu, puisque vous êtes là, et que je vais m'efforcer de vous présenter la synthèse de son œuvre. Je le dis en toute modestie, parce que c'est une œuvre énorme, une œuvre magistrale qui commence à être connue et qui gagne à être connue. Cependant, il me paraît indispensable d'éclairer le titre de mon exposé sur Gustave Mahler par quelques observations liminaires qui ont pour but de vous préciser que Mahler a toujours considéré que sa musique était l'expression de toutes les expériences qu'il a vécues. Adorno, grand musicologue allemand, qui a largement contribué à la réhabilitation de sa musique, juge que l'ensemble de ces symphonies a constitué un véritable roman tissé au rythme de sa musique. Dans ses symphonies, dans son chant de la terre, qui est une de ses œuvres les plus sublimes, c'est sa vie, ses expériences personnelles, ses tourments, et plus rarement ses joies qu'il a tenu à évoquer par sa musique. Mais il l'a fait, non pas à la manière de Berlioz, qui, dans sa célèbre symphonie fantastique, décrit les épisodes de la vie d'un artiste, mais en s'élevant du particulier et du contingent de ses joies et de ses souffrances vers le général et vers tout ce qu'ont d'universel ses expériences. Et c'est la raison pour laquelle Mahler s'est refusé à enserrer ses symphonies dans un programme qui aurait orienté, ou peut-être même désorienté, ses auditeurs hors la pente de leur sensibilité. C'est Adorno qui, le premier, a mis en lumière le fait que la structure symphonique chez Mahler rejoint, du point de vue de la philosophie de l'histoire, celle du roman. La matière expérimentale vécue par Mahler est certes prosaïque, mais le discours qu'il en donne est sublime. Ainsi, Mahler utilise le matériau musical comme l'instrument de sa pensée narrative. Mahler en convient lui-même, qui, évoquant la signification de ses deux premières symphonies,
une vie, ma vie entière. Ma création et ma vie sont tellement pénétrées l'une de l'autre que si mon existence s'écoulait tout doucement, à la manière d'un petit ruisseau à travers champs, je serais sans doute dans l'impossibilité d'écrire une seule note. Et pour vérifier l'exactitude de ces réflexions, il convient de jeter un bref regard sur sa biographie. Il est né dans une famille juive vivant à Iglaou, au sein de laquelle le père, à l'origine charretier de son état, transportait dans son véhicule archaïque tous les éléments de culture humaniste, laïque ou religieuse, auxquels il n'avait pas pu pénétrer dans sa jeunesse. Il finit par devenir cabaretier, porte basse qu'il lui fallut franchir pour avoir accès à de plus hautes considérations. Et ce, avant de devenir distillateur et d'accéder ainsi à l'aisance, puisqu'il fut l'un des fondateurs de la synagogue d'Iglaou. Il fit un mariage de raison et fonda une famille avec une femme qu'il n'aimait pas, mais à laquelle il infligea 14 grossesses, dont seulement 6 enfants survécurent. Nous verrons d'ailleurs que le décès de ses frères et sœurs en bas âge ont définitivement affecté la sensibilité de notre auteur. Gustave fut le cadet de cette fratrie, assujetti à l'autorité d'un père dominateur qui imposa dans son foyer une discipline de fer, édulcorée heureusement par l'amour et la tendresse maternelle que surait prendre leur mère, Maria, au sein de sa descendance. Gustave manifesta très tôt des dispositions précoces pour la musique. Sa mère lui offrit, à l'occasion de Hanouka, un petit accordéon qui lui permit de reproduire sans difficulté toutes les berceuses et les mélodies que lui chantait sa nourrice. Plus tard, furetant dans le grenier de la maison de ses grands-parents, il découvrit un vieux piano sur lequel il interpréta avec autant de facilité et qu'à l'accordéon toutes les musiques qu'il entendait. Ses grands-parents ravis firent transférer le piano à son domicile. Et dès lors, du matin jusqu'au soir, la maison résonnait des mélodies jouées par notre jeune prodige, à tel point qu'il fallait souvent le menacer du fouet et pour l'obliger de s'extraire de son piano et pour passer à table. Dans ce contexte, notre jeune virtuose acquit à Iglaou une célébrité qui incita de nombreux parents à inviter le jeune Mahler à donner des leçons de piano à leurs enfants. Mahler n'avait que 10 ans lorsqu'il donna à Iglaou son premier concert devant une foule émerveillée par son talent. Et sous la poussée de l'opinion générale, son père, et qui n'était pas favorable, finit par consentir à ce que Gustave poursuive ses études au Conservatoire musical de Vienne, où il obtint de nombreux prix d'excellence. Au sortir du conservatoire, son maître, Julius Epstein, lui conseilla d'accepter un poste de premier chef d'orchestre. Et c'est dans ce contexte que, n'ayant à Vienne aucune relation, il s'adressa à Ernest Levy, impresario bien connu à Vienne, afin de lui trouver un emploi. Et c'est ainsi qu'il fut amené à diriger l'orchestre d'une petite ville d'eau, Bade. Il était tenu de respecter le répertoire du théâtre et il eut dirigé surtout des opéras comiques de Messager, d'Offenbach et de Lecoq. Il est clair que cette fonction ne pouvait combler ses ambitions. Et c'est ce qui l'amena à y renoncer au bout de quelques mois.
Et toujours sur les conseils de son impresario, il fut nommé second chef d'orchestre à l'opéra de Cassel. À Cassel, il avait pour mission, outre la direction de l'orchestre, de former les jeunes chanteuses au dur métier de cantatrice. Il fit, dans cette fonction qu'il exerça avec zèle, la connaissance d'une jeune chanteuse, Johanna Richter, jeune fille d'une grande beauté, mais dont la voix n'était pas à la hauteur des rôles que l'opéra devait lui confier. Mahler déploya toute son énergie à la former et à corriger ses imperfections vocales. La séduction de la jeune chanteuse, le professionnalisme de son maître de chant firent qu'ils tombèrent amoureux. Mais leur idylle fut contrariée par la présence d'une autre jeune fille qui prétendit entretenir des relations amoureuses avec Mahler, ce que celui-ci nia farouchement. Quoi qu'il en soit, Johanna fut profondément blessée et déçue par cette nouvelle et décida de rompre avec lui, ce qui fut la cause d'une profonde déception, d'un profond chagrin qu'il exprima musicalement dans ses Lieder eines fahrenden Gesellen, c'est-à-dire les chants d'un voyageur attardé. Et c'est ce qui l'incita à quitter Cassel. Il était toujours à la recherche d'un emploi de premier chef d'orchestre. Et c'est ainsi que, toujours sur les conseils de son impresario, il fit nommer à Leipzig. Dans cette ville, il put enfin donner libre cours à son talent en dirigeant tous les grands titres du répertoire à la satisfaction du directeur de l'opéra. Le directeur de l'opéra, constatant que Mahler n'avait pas de relation à Leipzig, il le présenta dans les milieux intellectuels de la ville, et en particulier au capitaine Karl von Weber. Karl von Weber, petit-fils du célèbre Karl Maria von Weber, décédé quelques années auparavant. Le capitaine Weber, qui conservait pieusement les archives musicales de son grand-père, lui parla des esquisses d'un opéra comique dit Drei Pintos, les trois Pintos, au sujet desquels Weber n'avait laissé que des esquisses tout à fait informelles. Frau Weber avait bien confié ces esquisses à Meyerbeer dans l'espoir que celui-ci parviendrait à les mettre en forme. Mais Meyerbeer, après s'y être essayé pendant plusieurs années, préféra y renoncer. Et il en fut de même pour Brahms, qui ne s'attarda pas longtemps sur ses esquisses. Le capitaine Weber, séduit par la foule et l'enthousiasme de Mahler, lui proposa de s'atteler à cette tâche. Il commença par refuser, après avoir parcouru ses esquisses et été informé de l'insuccès et de ses célèbres devanciers. Cependant, devant l'insistance des Weber, il promit de se consacrer à cette tâche. Mais il est vrai que sa décision fut partiellement motivée par la relation de grande sympathie et qui noua avec Marion, l'épouse du capitaine Weber. Celle-ci n'était pas heureuse avec son mari, qui la traitait un peu comme les recrues qu'il commandait dans la caserne. Quant à Mahler, pour réussir à mener à bien la mission qu'il avait acceptée, il consultait fréquemment les archives musicales de Weber afin d'y découvrir les secrets de sa scénographie musicale. Ce fut donc l'occasion de fréquentes visites au domicile des Weber, où il était reçu par l'épouse en l'absence de son mari. La jeune Marion fut rapidement séduite par la grâce, le charme et l'intelligence de Mahler. Et ce qui devait arriver arriva. Ils s'éprirent d'une folle passion à laquelle il pouvait donner libre cours tout au long de ces après-midi qu'il passait en tête-à-tête. Et c'est dans ce contexte que Mahler
à la suite d'un travail acharné, parvint à déchiffrer toutes les esquisses de Weber et que l'opéra fut rapidement monté et eut un succès considérable. Le succès d'El Rey Pintos permit à Mahler de redorer son blason sur le plan financier. Il nageait dans l'euphorie avec Marguerite, avec laquelle il vivait une passion merveilleuse, mais qui avait le goût du fruit défendu, ce qui d'ailleurs y ajoutait le charme de la transgression. Jusqu'au jour où ils apprirent que le capitaine Weber entretenait une liaison avec une chanteuse de cabaret. Ils s'en réjouirent, estimant que leur situation n'était pas plus immorale que celle de Weber et de sa danseuse. Aussi, ils décidèrent de s'ouvrir de leur situation au mari, espérant sa compréhension. Mais celui-ci entra dans une rage folle qui détruisit rapidement toute leur merveilleuse idylle. Devant l'intransigeance du mari, ils décidèrent de s'enfuir et se donnèrent rendez-vous à la gare de Leipzig. Mais Marion, après réflexion, ne se décida pas à risquer de perdre définitivement ses enfants en se lançant dans cette folle aventure. Elle ne vint pas au rendez-vous. Mahler, qui vécut avec Marion de rares moments d'amour partagé, fut bouleversé par cette décision qui l'incita à quitter Leipzig. Ils échangèrent longtemps une correspondance secrète qui parvenait à destination des amants grâce à l'intervention d'une amie complaisante. Quant à Mahler, il se réfugia dans sa musique et décida de composer sa première symphonie. Il était dans le même état d'esprit que celui qui l'animait à la suite de son idylle avortée avec Johanna Richter. Ainsi, la première symphonie, dont nous allons entendre quelques extraits, ouvre sur le plan de la technique musicale un nouveau chapitre, parce que tout le premier mouvement est basé sur un thème de lied, sur une mélodie longue et fortement caractérisée que Mahler réussit à allonger, raccourcir, varier et élaborer à volonté. Je vous invite à écouter une partie du deuxième mouvement de cette symphonie. Les sentiments évoqués dans cette première symphonie ne furent pas très différents de ceux qu'il éprouva à la suite de son départ de Leipzig pour Hambourg. Il eut alors l'idée de reprendre contact avec une amie rencontrée jadis au conservatoire. Il s'agit de Nathalie Boer-Lechner, qui répondit immédiatement à son appel. Et ce fut le début d'une longue amitié, non dépourvue de sentiments amoureux. L'irruption de Nathalie dans la vie de Mahler est importante, car tout au long de leur relation, qui se poursuivirent sur plus de 10 ans, Nathalie fut la muse et l'inspiratrice du génie de Mahler. Consciente de la pertinence de ces théories sur la musique, elle prit l'habitude de consigner par écrit tout ce que Mahler disait sur sa musique et sur celle des autres compositeurs. Grâce à elle, les musiqueurs qui se sont penchés sur la musique de Mahler ont pu apprécier l'évolution de son génie. Elle devint une intime de la famille
et avec la sœur de Mahler, Justine, elles composèrent un couple de Vestales tout entière dévouée à son génie. À l'Opéra de Hambourg, où il fut confronté à un directeur particulièrement exigeant, Mahler eut enfin la joie d'accéder aux grands titres du répertoire. Il put enfin diriger les opéras de Wagner, auxquels il vouait une profonde admiration. Sous sa direction, Tristan et Isolde remporta un succès considérable, salué par une ovation interminable. Ce que voyant, Pauline, le directeur du théâtre, chargea à l'excès son agenda. Au cours de sa première saison à Hambourg, Mahler dut diriger plus de 120 opéras, presque une fois tous les 2 soirs, et ce, à la satisfaction du public. Et c'est ce qui lui permit d'asseoir sa réputation parmi les plus grands. C'est ainsi qu'il fit la connaissance de Richard Strauss. Richard Strauss qui avait apprécié sa recomposition des Bright Beatles. Et c'est dans ce contexte que Mahler prit l'initiative de lui montrer sa dernière production, une marche funèbre intitulée Totenfeier, c'est-à-dire célébration funèbre, qu'il envisageait d'intégrer dans sa 2e symphonie. Il convient à ce sujet de préciser que Mahler, dès son plus jeune âge, a été obnubilé par l'idée de la mort. Les nombreux décès de ses frères et sœurs ravivaient sans cesse en lui cette pensée. Cependant, conscient de la nécessité de trouver pour sa symphonie un final qui ne fût pas trop sombre, il cherchait un thème optimiste, magnifiant la victoire de la vie. Et paradoxalement, il le trouva à la suite du décès de Hans von Bülow. Hans von Bülow est à l'époque le premier compositeur allemand et le plus célèbre. Celui-ci, qui souffrait d'une grave dépression, était parti se reposer en Égypte sur le conseil de son jeune disciple, Richard Strauss. Mais, au lieu de se soigner, il y mourut. Et lors de ses funérailles, organisées avec toute la pompe due à sa célébrité, c'est Richard Strauss qui fut chargé de diriger la 3e symphonie de Beethoven que von Bülow aimait d'entretenir. Mais au dernier moment, Strauss se récusa, prétextant une lourde indisposition. En réalité, pressenti par Cosima Wagner pour aller diriger à Bayreuth, il craignit de la contrarier en s'affichant aux funérailles de von Bülow, sachant qu'une profonde inimitié les avait opposés de son vivant. Au cours de la même cérémonie, fut joué l'hymne de Klopstock, La Auferstehung, célébrant la résurrection. Mahler, en écoutant cette hymne, fut frappé d'une idée et de génie, parce que cette hymne se termine par les mots « Tu ressusciteras, tu ressusciteras ». Et c'est en pensant à cela qu'il estima utile d'écrire le final de sa 2e symphonie. Il quitta immédiatement la cérémonie pour composer ce final. Et nous allons écouter le 2e mouvement de la 3e symphonie. Un bref mouvement, bien entendu.
et qu'il obtint lors de l'audition publique de cette deuxième symphonie, l'incita à orienter sa recherche vers des thèmes plus optimistes que ceux qu'il avait mis en œuvre jusque-là. Et c'est dans ce contexte qu'il décida de passer ses vacances à Steinbach, où son immersion dans une nature sauvage, non polluée par la présence humaine, lui inspira l'une de ses plus belles symphonies, la troisième symphonie. Cette symphonie, en dépit de sa durée exceptionnelle, elle dure plus d'1 heure et demie, reçut un accueil très favorable du public, et nous allons écouter également quelques minutes du troisième mouvement de cette troisième symphonie. L'amour de la nature, magnifié dans la troisième symphonie, va également se manifester tout au long de la quatrième, qui se présente comme une suite de la précédente, mais dont il estima utile d'approfondir les thèmes, tout en les situant à un niveau de sérénité et même de mysticisme conforme à son état d'esprit. Toute la quatrième est inspirée du recueil des Knaben Wunderhorn, c'est-à-dire le corps magique de l'enfant. Dès lors, c'est le monde, témoin immuable de l'éternité qu'il évoque dans le premier mouvement de sa quatrième symphonie. En insistant sur l'éternité du monde, Mahler, sans le dire, l'oppose à la fugacité de la vie humaine qui est en quelque sorte, dans laquelle les hommes sont en quelque sorte les autres passagers. Ainsi, dans cette symphonie, je parle de la quatrième, qui se présente comme une conclusion des trois premières, Mahler, après tous les tourments amoureux évoqués dans la première symphonie, ses réflexions sur la mort et la résurrection qui constituent le thème de la deuxième symphonie, son extase devant l'impossibilité de la nature et le merveilleux de l'été, qu'il a longuement chanté dans la troisième symphonie, fait un retour sur l'homme, sur sa place dans la nature, le rôle des élans du cœur et le symbole de paix des cloches du matin. Et il conclut sa symphonie sur la vie céleste. C'est à une véritable ascension, vers une élévation continue que Mahler nous invite à l'écoute de cette symphonie, et dans laquelle la pureté et la savante simplicité du thème de la vie céleste constituent véritablement un des sommets de sa musique. Et je vous invite à écouter le dernier mouvement de la quatrième symphonie.
symphonie a été concomitante à une brève idylle de Mahler avec Nathalie Boer-Lachine, qui l'accompagnait dans toutes ses promenades, au cours desquelles les thèmes de cette symphonie lui furent inspirés. Longtemps, tous les musicologues qui ont scruté la vie et l'œuvre de Mahler ont pensé qu'entre Mahler et Nathalie, seule une profonde amitié affectueuse les avait unis. Cette désinformation est due à l'interdit de publier quelque information que ce soit sur la vie et l'œuvre de Mahler que lui avait signifié aussi bien Alma et que Justine, la sœur de Mahler. Nathalie respecta cet interdit pendant plus de 30 ans. Puis, sur les conseils de son éditeur, elle se décida à dévoiler la partie la plus intime de ses relations avec Mahler. Relation amoureuse sur laquelle Nathalie fondait beaucoup d'espoir et qui s'avérait illusoire. À cette époque, Mahler, qui y vivait très mal les difficultés qui l'opposèrent à Pollini, le directeur de l'Opéra de Hambourg, aspirait à trouver un autre poste. Il venait d'apprendre que le poste prestigieux de l'Opéra de Vienne, le poste de directeur de l'Opéra de Vienne, allait devenir vacant en raison de la maladie de son titulaire, William Jahn. Il postula pour l'attribution de ce poste. Mais on lui fit savoir rapidement que s'il remplissait toutes les conditions pour accéder à ce poste, il était juif. Il était juif et c'était quelque chose d'irrémédiable. Et c'est ce qui le contraignit à se convertir au catholicisme, ce qu'il fit sans beaucoup d'état d'âme, car il éprouvait une certaine sympathie à l'égard de certains dogmes. Cependant, il est clair que cette conversion fut une conversion de pure opportunité. Cependant, cette conversion ne tarit pas les critiques de la grande presse viennoise qui continua à l'abreuver de ses sarcasmes. Et c'est dans ce contexte qu'il fit la connaissance d'Alma Schindler. Alma Schindler, fille du grand peintre Emil Schindler, qui, avec Klimt et quelques autres, fondèrent la Sécession. Il rencontra Alma lors d'une soirée chez les Zuckerland, au cours de laquelle elle se montra quelque peu impertinente à son égard, lui reprochant d'avoir laissé sans réponse un projet de ballet créé par Zemlinsky pour la musique et par Hofmannsthal pour le livret. La rugosité de leur premier contact ne déplut pas à Mahler, qui rencontra de nouveau Alma au cours d'une soirée à l'opéra, au cours de laquelle il dirigeait les contes d'Hoffmann. Alma était la plus belle des égéries viennoises. Grande, élancée, ayant un corps divin, elle avait à ses pieds une foule de prétendants qui se disputaient l'honneur et la joie de passer une soirée avec elle. On se demande ce qui l'attira vers Mahler, son aîné de plus de 20 ans, sinon le prestige de ses fonctions de directeur de l'Opéra de Vienne. De son côté, celui-ci, Mahler, hésita à unir, comme il le dit, l'automne de sa vie au printemps d'Alma. Mais quand sa décision fut prise, il écrivit à Alma, alors qu'il était en train de diriger à l'Opéra de Dresde, une lettre très précise, véritable avant-contrat de mariage, dans laquelle il avertissait Alma que la musique était l'essence de sa vie et qu'il ne concevait pas que son épouse ne partageât pas son amour pour celle qu'il composait. En prenant connaissance du terme de cette lettre, Alma hésita. Ses parents lui conseillèrent de ne pas donner suite à ce projet, auquel elle dit finalement oui. Leur mariage fut célébré moins de 3 mois après leur première rencontre, alors qu'Alma était déjà enceinte. À cette époque, Mahler, absorbé durant la saison théâtrale par ses concerts et ses directions d'orchestre, n'avait pas le temps de composer.
Il s'adonnait à cette activité l'été alors que l'opéra était fermé. Il se retirait dans les montagnes d'Autriche, loin du bruit et de l'agitation citadine. Alma l'accompagna pour la première fois alors qu'il avait déjà composé les 2 premiers mouvements de sa 5e symphonie. Il s'était fait construire, à proximité de la maison qu'ils occupaient en pleine montagne, une petite cabane en bois qu'il appelait son Hauschen, dotée d'une table de travail et d'un piano à queue où il se rendait dès lors pour composer. Lors des premières vacances d'été, Alma, pour être agréable à son mari, consentit à mettre au propre les extraits de partitions qu'il lui remettait en milieu de journée. Cependant, très vite, Alma, qui n'était pas habituée à la solitude dans laquelle elle passait ses journées, souffrit du splendide isolement dans lequel elle était confinée. Dans la solitude de sa maison de Miami, Mahler, percevant les échos d'une fête champêtre lointaine, fut conscient qu'au cours de ses vacances, Alma s'était laissée envahir par un sentiment de désillusion, assombri par la vanité des efforts qu'elle faisait pour tenter d'être au diapason de son illustre mari. Quant à celui-ci, il estima qu'il n'avait d'autre alternative que de lui chanter son amour en composant à son intention un lied dont la brièveté et la concision témoignent de la profondeur des sentiments qu'il y portait à son épouse. Comme je t'aime, toi mon soleil, je ne puis te le dire en paroles. Au-delà de la sincérité passionnée de cette déclaration d'amour, s'il est vrai que le thème de l'Adagietto de la 5e symphonie a été dédié à Alma, il faut constater l'infinie supériorité du thème consacré et orchestré par Mahler par rapport à la banalité de cette déclaration d'amour, comme vous allez le constater en écoutant une partie de cet Adagietto. Ayant savoué la satisfaction d'avoir achevé la partition de sa 5e symphonie, Mahler s'attaqua au combat plus aléatoire de la faire publier et jouer, de faire jouer cette œuvre d'une facture toute nouvelle. Le succès remporté à l'Opéra de Vienne par sa 3e symphonie l'incita à persévérer dans ses recherches d'un éditeur. Après de nombreuses difficultés, Mahler finit par trouver pour sa 5e un éditeur qui consentit à la porter sur les fonds baptismaux de l'édition et à lui verser une avance de 15 000 marks, montant tout à fait exceptionnel qui prouve qu'il faisait partie du cénacle restreint des plus grands compositeurs. Même la grande presse, ordinairement hostile à Mahler, lui fut plus favorable. Après plusieurs tentatives infructueuses, ce fut à Cologne que la grande première eut lieu sous la direction de Mahler lui-même. Et cette symphonie fut accueillie par un public enthousiaste. Mahler, qui avait initialement conçu sa 5e symphonie
comme l'apothéose de la 3e et la 4e symphonie, n'a pas été en mesure d'atteindre cet objectif. Et notamment parce qu'il est conscient de l'inconfort qui commence à submerger l'esprit d'Alma, bien que celle-ci, fidèle à ses engagements, poursuive avec constance son travail de scribe musical. Il aurait souhaité qu'elle fût son alter ego, que comme Nathalie autrefois, elle fût en mesure de donner un avis éclairé sur sa musique en gestation. Cependant, il est conscient que ce ne sera jamais le cas. Certes, l'immense bonheur d'avoir épousé la plus précieuse des perles viennoises l'emplit de joie. Ces deux petites filles, merveilles de grandeur et d'amour, l'emplit de joie. Mais le bonheur domestique, qui finit par fondre au soleil de la vie, n'a jamais été son aspiration suprême. Il n'a d'autre alternative que d'aimer Alma et de se murer dans la tour d'ivoire de son orphelin pour concevoir et composer sa musique. Ainsi, Alma apparaît selon Mahler comme le personnage central de sa 10e symphonie, jouant dans le combat qu'il met en scène un rôle à la fois conscient et subconscient. Elle se présente sous la forme d'un thème ascendant en fa majeur qui apporte à ce premier mouvement un bref moment de santé et d'optimisme. Cependant, on est surpris de la désinvolture de Mahler à l'égard de son épouse. Il semble en effet contenté d'esquisser musicalement le portrait d'Alma et invite son épouse à son contenté. Obnubilé par sa musique, il n'a pas conscience du drame intérieur dans lequel Alma se débat. Quant à lui, en arrivant à Meyernik cette année-là, il avait déjà composé la moitié de tout son message symphonique. Sa notoriété grandissante avait franchi les limites de la Mittal européenne. Il sentait monter en lui un sentiment de véhémence ainsi que son désir d'exprimer le mépris que lui inspiraient les vicissitudes de sa vie à Vienne, inséparables du malaise naissant dans ses relations avec Alma. En effet, il tient à clamer dans et par sa musique le mépris et la douleur qu'il éprouve en constatant, à travers le kaléidoscope de sa vie à la Hofoper, les travers de la société viennoise, l'incompréhension qui rencontre souvent sa musique et les difficultés qu'il a à imposer son idéal de la perfection auprès de ses instrumentistes souvent rétifs. Le malaise qu'il éprouve à se sentir injustement vilipendé et par la majorité des critiques viennois, il l'a exprimé par les dissonances déchirantes de certains passages de sa musique. Cette symphonie a été présentée pour la première fois à Essen et son succès fut assuré du fait que le public était composé essentiellement de musiciens et de mélomanes. À l'issue du concert, les applaudissements furent très nourris. Le compositeur bénéficia même de 6 rappels auxquels prirent part les musiciens de l'orchestre. Mais dans ce concert de louanges, Mahler fut particulièrement déçu du comportement de Richard Strauss qui était présent et qui n'adressa pas à Mahler la moindre parole d'encouragement, se contentant d'affirmer qu'il trouvait le final de la symphonie surinstrumental. Pourtant, dans l'ensemble, les relations de Mahler et de Richard Strauss ont été plutôt cordiales. Ils s'appréciaient mutuellement, bien que Strauss ait parfois manifesté un complexe de supériorité à l'égard de Mahler. Celui-ci est souvent intervenu pour défendre la musique de son confrère, notamment lors de la création de son opéra Salomé. Salomé, inspiré de la pièce d'Oscar Wilde. Cet opéra avait suscité de nombreuses réserves de la part de la critique au motif que certaines scènes avaient été jugées quelque peu licencieuses. Mahler
qui avait auditionné cet opéra joué au piano par Strauss, jugea sa musique tout à fait originale. Il lui promit même de l'inscrire au répertoire de l'Opéra de Vienne. Mais il se heurta à une opposition catégorique de la part du représentant de l'empereur qui jugea le sujet et son interprétation contraire à la morale publique et aux bonnes mœurs. Cette affaire se situe à une époque où, pour d'autres raisons, l'étoile de Mahler à la Hofoper commençait à décliner. La presse antisémite lui reprochait ses nombreux voyages à l'étranger qui étaient censés nuire au prestige de l'opéra de Vienne. Les musiciens des orchestres de l'opéra nourrissaient de leur côté une insidieuse hostilité à l'égard de Mahler, auquel ils reprochaient sa sévérité implacable à l'égard du laxisme de certains instrumentistes. Et pour combattre ce laxisme, Mahler sublima la claque qui était une institution traditionnelle à l'Opéra de Vienne et qui servait à masquer les imperfections de certaines interprétations. Cette décision souleva un tollé de protestations émanant surtout de la part des instrumentistes. De son côté, Mahler se plaignait de ce que la lourdeur de ses fonctions artistiques, mais aussi administratives à l'opéra, ne lui laissait guère le temps pour composer ce qu'il ne pouvait faire que l'été lors de la fermeture de l'opéra, au point qu'il s'intitulait le compositeur d'été. Pour toutes ces raisons, une certaine lassitude le gagna et qui l'amenèrent à prêter une oreille attentive aux propositions de l'Opéra de New York qui lui promit un pont d'or pour l'attirer. Et c'est dans ces conditions que Mahler démissionna de ses fonctions à la Hofoper après 10 ans de bons et loyaux services. Cette démission est contemporaine de la grave crise affective vécue par Mahler avec son épouse. Celle-ci, qui jugeait de plus en plus intolérable sa situation de femme mariée, n'ayant d'autre horizon que l'entretien de son ménage et les tâches ancillaires s'y rapportant, fit une grave crise de dépression. Et sur les conseils de son médecin, un séjour en solitaire à la montagne lui fut prescrit. Or, c'est au cours de ce séjour qu'elle rencontra Walter Gropius, célèbre architecte, créateur du style Bauhaus, avec lequel elle noua une relation affective qui ne tarda pas à virer à la passion. Alma retrouva sous le feu de cette liaison l'enthousiasme de sa jeunesse. Et à la fin de son séjour à Tobelbad, les amants promirent de s'écrire afin de perpétuer leur relation. Une fois leur séjour terminé, Mahler reçut alors une lettre dont l'enveloppe portait la mention « R. Gustav Mahler ». Il l'ouvrit et la lut. En réalité, cette lettre était destinée à Alma, à laquelle son expéditeur renouvelait sa promesse d'un amour éternel et évoquait avec délice les joutes sexuelles qui les avaient enchantés. Mahler en fut bouleversé. Il montra cette lettre à Alma, qui, avec véhémence, lui avoua qu'elle ne pouvait plus supporter la vie qu'elle menait avec lui. Mahler envisagea donc de se séparer d'elle, mais elle protesta qu'elle l'aimait toujours et que leur relation n'avait rien à voir avec celle qu'elle avait nouée avec Gropius. Toujours dans l'indécision, mais ne se décidant pas à rompre, car il tenait par-dessus tout à maintenir le lien qu'il attachait à ses enfants, sur les conseils de sa sœur Justine, il décida d'aller exposer sa situation au célèbre Dr Freud. Célèbre Dr Freud qui lui conseilla également de ne pas rompre avec Alma et d'accorder plus de considération aux desiderata de son épouse et en particulier à son désir d'être elle aussi un compositeur, alors que jusque-là,
il avait jugé sa musique sans intérêt. Ce drame, si douloureux fut-il, ne le détourna pas de sa vocation de compositeur. Il venait de mettre un terme à ses fonctions à la Haute-Oper et son esprit bruissait encore des clameurs du cœur des antisémites. Il avait dû assumer l'immense tragédie de la trahison d'Alma, ainsi que le décès déchirant de sa chère petite Butsy. Alors, se réfugiant dans son rocher, il ne peut que s'écrier, évoquant les vers de Goethe dans Faust, « Écumant amour de Dieu, flèche transpercez-moi, lance abattez-moi, afin que le néant tout entier se volatilise, que brille l'étoile fixe, germe d'amour éternel. » C'est dans cet état d'esprit que Mahler apporte la composition de sa 8e symphonie en s'immergeant avec délice dans cette situation faustienne. Il est clair que cette intention ne jaillit pas brusquement dans l'esprit du compositeur. Elle est le fruit d'une lente maturation de sa pensée créative. Il s'est immergé dans la nature la plus sauvage, gravissant la côte la plus abrupte qui le conduit à Saint-Austin. Et cette ascension vers l'endroit où il se sait en communion avec la nature fait s'épanouir dans son esprit le thème de la 8e symphonie. Quelle que soit l'importance du 5e acte de Faust dans la maturation de son inspiration, il est clair que celle-ci fut associée par une sorte de symbiose anthéiste avec le Veni Creator Spiritus de l'hymne chrétien de la Pentecôte. Ce Veni Creator Spiritus est la traduction en latin de notre Shekhina. Ceci pour vous dire que Mahler, en dépit de sa conversion au catholicisme, est resté foncièrement juif. En écoutant cette symphonie, on constate que l'auteur parvient à atténuer les disparités qui séparent les deux textes, dont il s'est inspiré par une utilisation systématique de la déviation ou de la variante, technique musicale qui consiste à faire évoluer le thème initial par des modulations différentes en utilisant d'autres instruments et qui s'écartent de l'idée principale exprimée par le thème majeur. Mahler fait référence à l'Esprit Saint de la chrétienté, magnifié par ce texte, avec lequel il a su trouver une magnifique correspondance avec les vers de l'acte 5 de Faust. Et c'est ici le lieu de souligner la profonde convergence thématique entre les vers 11 926 et suivants de l'acte 5 de Faust et la foi judéo-chrétienne. Il est sauvé, le noble membre du monde des esprits, sauvé du mal, celui qui dans son constant effort n'épargne pas sa peine. Celui-là, nous pouvons le sauver, et si surtout sur lui l'amour qui vient d'en haut s'est penché. C'est donc une véritable profession de foi judéo-chrétienne que Mahler fait chanter à son cœur de femme en prélude à son ultime conclusion sur l'éternel féminin. Toute son aspiration est transcendée par cette aspiration au dépassement de soi qui a animé Mahler dans tous les aspects de sa vie intellectuelle et morale. Quant à son combat avec ou contre l'éternel féminin, il s'est imposé à lui comme un auxiliaire de sa vocation de compositeur, même dans ses relations avec Alma. A-t-il connu la défaite dans ce combat qui n'a jamais été sa priorité? Ses relations avec la plupart des femmes qu'il a connues attestent de l'échec de ses expériences amoureuses, toutes consécutives à la précédence et qu'il donna à sa vocation de compositeur par rapport à sa vie sentimentale, dans laquelle la recherche de la perfection artistique chez toutes ses égéries a toujours été sa préoccupation première, si bien
qu'on hésite à dire qu'en ce qui le concerne, l'éternel féminin nous attire vers le haut. En composant ce choral, si empreint de religiosité, Mahler, s'élevant au-dessus de la déconvenue qui l'a frappé, a sans doute voulu évoquer la magna vexatrice de la 5e scène de Faust. Celle-ci n'est autre que la femme de la vie dont parle Saint Luc, celle dont le Christ a dit « Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé ». N'y a-t-il pas là une implicite allusion à Alma qui, alors qu'il composait cette merveilleuse symphonie, s'égayait dans la ville avec son amant qu'elle a beaucoup aimé? C'est dire que Mahler, qui accumula les déceptions amoureuses, ne semble pas avoir été enclin à considérer que l'éternel féminin nous attire vers le haut. Mahler attacha une importance considérable au cœur d'enfant qui est intégré dans cette symphonie. Au cours des répétitions, avant la grande première du 12 septembre 1910, il fut particulièrement attentif à la place de ce chœur. Il entoura les enfants de toute sa sollicitude et de toute sa tendresse, tant qu'il voyait en eux la plus belle expression de l'homme non pollué par la vie. Et s'il fut un moment particulièrement émouvant au cours du triomphe remporté à la suite de l'exécution de cette symphonie, ce ne furent pas les bravos unanimes qui explosèrent dans la salle pendant plus d'une demi-heure, mais les cris de joie des enfants qui, dévalant des gradins où ils s'étaient tenus sagement pendant toute la symphonie, vinrent exprimer à Mahler ému leur joie et leur remerciement. Ce triomphe fut sans doute l'apogée de la carrière musicale de Mahler, un moment unique dans l'histoire de la musique. Or, il est étrange de constater qu'il se situe à un moment où sa vie de couple traversait une épreuve particulièrement dramatique. Cependant, Mahler a su dominer les tourments que lui imposait le comportement d'Alma lorsqu'il fut de nouveau en situation de composer. Dépassant le drame intime qu'il venait de vivre, il s'efforça de maîtriser la douleur qui l'envahissait. Il venait de relire le Faust II de Goethe, et la dernière scène de l'acte 5, qu'il avait lu et relu dans sa jeunesse, remplissait son esprit d'un sentiment poétique et philosophique qui ne demandait qu'à s'exprimer musicalement. Son inspiration était polarisée à la fois par la caritas chrétienne et par l'éros créateur de Goethe. À l'égard de tous ceux qui l'avaient agressé moralement au cours de son existence, à l'égard d'Alma, dont parfois il comprenait les tourments que lui imposait sa non-réussite professionnelle, qu'elle imputait injustement à son mari, Mahler éprouva l'impérieux besoin d'exprimer la force que la caritas lui inspirait. Concept qui, selon lui, est inséparable de l'éros humanisme de Goethe. C'est cette synthèse qu'il exprime dans la vaste fresque symphonique de la 8e, dans laquelle il a intégré certains motifs du Veni Creator en énonçant l'affirmation sereine et sublime de ses croyances les plus profondes. Et la 8e symphonie fut bien l'apogée de la carrière musicale de Mahler. Son exécution, en présence des plus hautes sommités intellectuelles, musicales et politiques de l'époque, a constitué un des plus grands événements musicaux du XXe siècle. À cette époque, Mahler venait de quitter la Hofoper. Au cours de l'été 1910, après la mort de Puzzi, emporté par une diphtérie insoignable à l'époque, Mahler fut examiné par le docteur Frankel sur l'état de son cœur et qu'il trouva dans un état alarmant. Il lui prodigua des conseils de modération de toute activité professionnelle et sportive.
Sous le choc du malheur qui venait de s'abattre sur lui, il était incapable de continuer à composer. Et c'est à cette époque qu'il prit connaissance d'un livre, La flûte chinoise de Hans Betsch, dont la poésie aux tonalités exotiques ainsi que la philosophie et qui s'en dégage était le reflet de son état d'âme actuel. Il lut la dernière strophe, l'adieu qui conclut ce cycle de poèmes, et ce qui fit retentir en lui les échos de la douleur morale qui l'assaillait. Un fort courant d'inspiration l'incita à regagner son Aachen pour composer un nouveau cycle de la terre, et cela donna le chant de la terre. Dans le 6e livre de ce poème, Mahler nous fait assister à un merveilleux coucher de soleil, inséparable des voiles de la nuit qui descendent dans la vallée. C'est dans ce livre que l'auteur se livre à une ultime confidence par laquelle, pour la première fois dans toute son œuvre, Mahler nous ouvre son cœur et il nous dit, dans ce monde, la chance ne m'a pas beaucoup souri. Dans ce chant de la terre, Mahler s'est attaché à magnifier les formes les plus élémentaires de la nature face aux humeurs de l'homme. Le bonheur, certes, existe, mais à l'instar d'une maison de porcelaine dont la fragilité démontre le caractère éphémère. Cependant, la dernière strophe de l'Abschied, loin de confirmer la tonalité pessimiste des strophes précédentes, est empreinte d'une forme d'optimisme qui est pleine de sérénité. Le poète, conscient de l'irréversibilité de la vie, attend paisiblement son heure, car notre suprême espoir, partout, la terre bien-aimée refleurit au printemps et verdit à nouveau. Et il y a là, comme une allusion au thème de la résurrection si cher à Mahler. Ce qui caractérise cet homme par rapport à tout celle qu'il a composé, c'est de constater son caractère autobiographique. Ainsi, lorsque dans l'Abschied, Mahler, dans un ultime soupir, déplore que le bonheur ne lui a pas souri en ce monde, on peut se demander s'il ne fait pas allusion à la grave déconvenue sentimentale qu'il a subie du fait du comportement d'Alma. Alors que dans toutes les autres symphonies, Mahler s'est refusé à personnaliser son propos, dans le chant de la terre, il se laisse aller à ce que Adorno a appelé le romantisme de la désillusion. Cependant, en dépit de ce romantisme et de sa désillusion, Mahler a eu l'intelligence de créer une importante distanciation entre la souffrance qu'il vivait et son moi profond. Animé de cette faculté géniale de continuer à être cet instrument dans l'univers, et ce qui l'amène à considérer avec détachement tous les malheurs qu'il a causés. Et c'est dans cet état de profond désarroi que Mahler aborda la composition de sa 10e symphonie. Conscient de la précarité de son pronostic vital et craignant qu'il n'ait pas le temps d'arriver jusqu'au terme de sa symphonie, il avait expliqué au docteur Frankel sa décision qu'après sa mort, toutes ses esquisses inachevées fussent détruites. Alma ne fut pas de cet avis. Elle fit publier les 2 mouvements composés par Mahler. Les 2 premiers mouvements de cette symphonie permettent de découvrir un homme en proie à une souffrance portée à son paroxysme par la conjonction des événements tragiques qu'il vivait. Et c'est ce qui explique que, dérogeant à un principe qui s'était appliqué dans toutes ses symphonies, il se soit laissé à dévoiler sa douleur la plus intime, comme pour prendre à témoin l'humanité entière du caractère intolérable de la souffrance qu'il endurait stoïquement. Alma n'a pas été insensible au désir de pulsation des souffrances de Mahler. Elle a livré un combat purement mercantile en vue d'aboutir à la meilleure proposition financière en contrepartie de l'autorisation de publier les fragments achevés de cette symphonie.
L'analyse de cette symphonie est éclairée par les phrases que Mahler a inscrites sur la page titre. L'idée de la mort y est couplée avec la célèbre interpellation du Christ en croix prononcée en hébreu. Eli, Eli, lama sabachthani. Oh Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette exclamation traduit la préoccupation essentielle du compositeur en composant ce mouvement, ainsi que son interrogation quelque peu accusatrice, mais qui révèle la permanence de sa foi en Dieu, exprimée par l'expression fataliste que ta volonté soit faite. À cet ultime instant où Mahler signe son testament spirituel, il est remarquable de constater qu'il ne pense ni à ses proches, ni à Allah, ni à sa fille, mais seulement à sa lyre, puisqu'il conclut sa symphonie par un « Adieu, ma lyre », adieu qui entre tous est le plus poignant. Et lorsque dans le final de cette symphonie, il s'exclame au comble du désespoir, comme dans un cri pathétique à l'adresse d'Alma, « Pour toi vivre, pour toi mourir », l'émotion que le compositeur veut transmettre à ses auditeurs est à son comble. Certains musicologues estiment que ces exclamations ont véritablement une signification programmatique. Il convient de noter en effet à quel point la violence et le désordre de ces cris de désespoir, écrits sous l'empire de l'émotion, sont en opposition avec sa pensée musicale très élaborée. Il semble que dans cette symphonie, l'auteur ait voulu, au-delà de la souffrance réelle qu'il imposait, théâtraliser sa vie. N'oublions pas que le mouvement symphonique qui a traversé les esprits à la fin du XIXe siècle est encore vivace. L'expression de la souffrance morale de Mahler rappelle sous d'autres cieux celle exprimée par Alfred de Musset dans Les Nuits de mai, dans lesquelles le poète chante son amour pour Georges Sand et le désespoir consécutif à leur séparation. À l'ultime fin de sa vie, Mahler a plusieurs fois prononcé un seul mot, Mozart. Mozart, tout en faisant le geste de la direction d'orchestre. Il voulait sans doute témoigner l'identité et le destin de ces deux grands auteurs connus. Au-delà de la brièveté de leur vie, ces génies de la musique, tels des météores traversant l'univers, ont répandu le panache des merveilles de leur musique pour le bonheur de l'humanité. Merci. Merci infiniment pour ce très bel exposé. Évidemment, la vie de Mahler est longue, même s'il est mort à 50 ans, elle est très remplie. Et que n'aurions-nous vu si il avait vécu plus longtemps, hein. Ça aurait été sa vie si elle avait été prolongée. Parce que là, elle était déjà d'une richesse infinie. Je remercie vraiment Maurice Dahan de ce travail qui a duré des années, je crois, et qui est tout à fait abouti. On a vu à travers les différents extraits combien on aurait aimé les entendre davantage. C'était juste un avant-goût donc, de cette magnifique musique. Il y a de la place pour 2 ou 3 questions, et puis nous passerons directement aux nourritures terrestres, après nous être envolés vers la musique et vers les cieux viennois de cette Europe centrale. Voilà, qui se dit centrale, mais qui était aussi parfois fort orientale. Y a-t-il des questions à poser à M. Dahan, à Maître Dahan?
Pourquoi t'es intéressé à Mahler spécialement? Pourquoi t'es intéressé à Mahler tout spécialement? Pourquoi m'être intéressé à Mahler? C'est une longue histoire. Rassurez-vous, je vais être très bref. J'ai écouté pour la première fois la 4e symphonie de Mahler alors que j'étais étudiant à la cité universitaire. Immédiatement, je me suis précipité chez le premier disquaire que je connaissais. Il était situé place Saint-Germain-des-Prés, à l'endroit où actuellement il y a Cartier. J'ai acheté la 4e symphonie et je l'ai payée avec un chéquier que mon père m'avait offert et il m'a regardé. Il me dit, tu t'appelles pas Daran, toi? J'ai dit oui. Et c'était un ami intime de mon père, un certain monsieur Vidal. Alors j'ai noué une certaine amitié avec lui, et chaque fois qu'une symphonie paraissait, et puis était publiée, j'étais l'un des premiers à la connaître. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé Mahler. Parce que certes, j'ai aimé Wagner, mais il n'y a rien de comparable entre Mahler entre Wagner et Mahler. Mahler est beaucoup plus profond. Dans Mahler, il y a des tonalités de musique juive qu'on ne retrouve pas dans Wagner. En particulier dans la 3e symphonie, je vous ai passé un extrait de la 3e symphonie. Je vous invite à l'écouter en entière. Parce que, merci de l'intérêt que vous portez à mon livre. Mais mon livre n'est rien si vous ne vous intéressez pas aux symphonies qui le soutiennent. Ce sont ces symphonies qui vous permettront d'aimer la musique de Mahler. Merci. Il y a aussi les leaders qui sont très beaux. Hein. Alors, les leaders sont très beaux, et en particulier le chant des enfants morts. Le Kinder Totenlied. Alors, vous voulez en dire un petit mot? Oui. Les Kinder Totenlied, c'est un thème traditionnel qui a fait l'objet d'un livre de Rucker. Et il a écrit, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée de la mort était dans son esprit, compte tenu du fait qu'il a perdu 8 frères et sœurs en bas âge. Et donc il s'est mis à écrire ces Kinder Totenlied alors que ses enfants jouaient sous ses fenêtres. Ce qui a horrifié Alma, qui lui a dit « Comment peux-tu écrire une telle musique alors que tes enfants jouent sous tes fenêtres ?» Et il lui a répondu « C'est pour mieux apprécier le bonheur de voir des enfants jouer sous mes fenêtres que j'ai écrit cette musique. » Merci. On a dit que Mahler avait fait le passage entre la musique romantique et la musique moderne. C'était un découvreur en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il passe du système tonal au système atonal, qui transforme complètement la musique? Est-ce que c'est des nouveaux? Il avait été discuté par les Français qu'il avait critiqué au plus haut point. Est-ce que c'était une révolution des nouveaux? Ou est-ce qu'il y avait derrière ça une démarche, je dirais, professionnelle? Est-ce qu'il y avait des gens autour de lui qui voulaient faire disparaître la tonalité? On a dit beaucoup de choses sur Mahler. Ce qui est certain, c'est qu'il se situe à la transition entre le 19e siècle musical et le 20e siècle. Il n'a pas eu d'école, bien qu'il ait eu de très grands admirateurs, et en particulier Alban Berg et Schoenberg. Schoenberg est un de ses admirateurs. Et il est certain qu'on a pu considérer que sa musique était tout à fait innovatrice. Mais comme je vous l'ai dit, ce que Mahler a voulu exprimer par sa musique, c'est sa vie, ses difficultés et ses tourments. Et on constate, en écoutant sa musique, les dissonances de cette musique. Et par ces dissonances, il a voulu exprimer son mal de vivre.
Alors, on pourrait aussi parler des relations avec Stefan Zweig, on pourrait parler de beaucoup de choses, de sa rencontre avec Freud. Bref, vous nous avez donné un aperçu magnifique et on va passer au buffet. Merci encore, Maître Dahan. Et ceux qui veulent acheter un livre, l'ont déjà acheté, ou le faire dédicacer, voilà, donc vous êtes peut-être, on va vous apporter quelque chose à dire.